Hello. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quelque chose que j'aurais bien aimé connaître plus tôt. Je vais te parler du coup dans cette vidéo du réseau de mode par défaut. C'est un réseau neuronal qui est impliqué quand on est au repos. Je vais te parler de dissociation hypnotique naturelle et d'hypnose dans tout ça aussi à la fin. Donc j'imagine que ça te parle des moments où tu es un peu dans tes pensées, en introspection, en train de, je sais pas, de repenser à des souvenirs, de repenser à des choses, un peu ce qu'on appelle les états où on est en train de rêvasser un petit peu, divaguer dans nos pensées, etc. Ces états-là, en fait, c'est des états où le réseau de mode par défaut est particulièrement actif. Donc ce réseau-là, c'est un réseau neuronal qui connecte plusieurs zones du cerveau. Et ce réseau, il est assez important parce que il aide beaucoup au niveau de la mémoire à consolider en fait nos souvenirs, etc. Il nous aide aussi à anticiper, à imaginer comment pensent les autres, donc ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, à projeter en fait se mettre à la place des autres personnes ou projeter ce que les autres pourraient penser. Du coup, ça induit aussi un peu tout ce qui est jugement moral et tout, au sens où si on projette ce que les autres pensent de nous, bah, ça peut amener aussi cet aspect-là dedans. Ça peut être aussi qu'est-ce que nous, on pense des autres. Et ça va être aussi très actif dans toutes les fonctions créatives et aussi notre narration interne. Donc comment on se raconte ce qu'on est en train de vivre, comment on s'identifie à notre récit aussi. Donc c'est assez important, mine de rien, en fait, ce réseau-là, parce que en apparence, on fait rien de spécial dans ces moments-là, on est soi-disant au repos, mais en fait, on construit notre rapport au monde dans ces moments-là. Et ça se fait de manière automatique et c'est complètement sain et complètement vital d'avoir cet aspect-là de notre activité mentale parce que sinon on mémoriserait pas les choses et il y aurait plein d'autres fonctions qui déconneraient au bout d'un moment. Pour autant, il y a des moments où ce réseau-là, il nous amène à penser des choses qui vont dans un certain sens. Donc tu as dû remarquer qu'il y a des moments où, par exemple, parce qu'il y a de l'anxiété ou une insécurité quelconque, tu vas orienter ces pensées-là sans vraiment t'en rendre compte, parce que ça se fait de manière automatique, vers une anticipation négative, par exemple, pour parer à tous les scénarios possibles. On va s'imaginer que si ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce que je fais? Et donc on va générer des scénarios anticipatoires en vue de se préparer en avance à ce qui pourrait arriver. La question de savoir si est-ce que l'anticipation nous apporte vraiment quelque chose, c'est vraiment une question que je me pose parce que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup anticipé les choses et j'en suis un petit peu revenue, j'ai envie de dire. Mais je pense vraiment que ça a une forme d'utilité, c'est clair, sinon on le ferait pas. Mais il y a un moment où parfois ça se fait de manière un peu débridée. Donc là, je parlais d'anticipation négative. Ça peut être aussi le fait de penser des choses sur soi, de type des croyances, du genre non, mais de toute façon, ça, j'en suis pas capable. En même temps qu'on est en train d'anticiper quelque chose, on peut ponctuer ça de petites phrases comme ça, là, je parle de dialogue interne, donc dans son dialogue interne, dans son fil de pensée. Ça peut être, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah ouais, des ruminations, du genre, on a eu un événement dans la journée et ça s'est pas super bien passé, un petit accroc avec un collègue ou quoi, ou quelqu'un de notre famille ou un proche. Et on se dit, rétrospectivement, «Ah mais j'aurais dû répondre ci, ça ou ça». On essaye de refaire l'histoire alors qu'en fait, c'est déjà passé, c'est déjà fait et en général, ça génère plus d'insatisfaction, de frustration et de stress que quelque chose de vraiment positif. Là où c'est lié à la dissociation hypnotique, c'est que, en fait, la dissociation hypnotique, c'est un truc qu'on connaît tous et c'est en fait très corrélé au réseau de mode par défaut. C'est ce moment-là où tu es dans tes pensées, tu commences à fixer un point, de regarder un peu dans le vide et tu penses à plein de trucs et tu peux ressasser, tu peux anticiper, tu peux te remémorer des souvenirs.
Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses dans ces moments-là et en fait, t'es dans la pièce dans laquelle t'es avec des personnes, par exemple, mais tu décroches. Pendant un court laps de temps, t'es dans ta tête, en fait, en train de penser à autre chose. Ça peut être typiquement ce moment, en général, quand on se surprend en train de le faire, ça va être, tu en train de chercher un truc, t'es un peu dans un mode automatique. Par exemple, tu commencé une action où tu dois aller chercher une tasse dans un placard, par exemple, et tu tellement absorbé par tes pensées que quand t'ouvres le placard, tu sais plus pourquoi t'es devant le placard, tu sais plus ce que t'étais venu chercher parce qu'en fait, entre-temps, tu t'es tellement identifié à ce que tu pensais, t'étais tellement en train de «vivre» entre guillemets ce que tu pensais dans ta tête, que du coup, ça t'a fait décrocher de la réalité physique extérieure à toi, et pas ta réalité mentale. Et donc, tu sais même plus ce que t'étais venu faire, en fait. T'as ce qu'on appelle une amnésie liée à la dissociation. Et donc, tu vas te retrouver un peu à devoir faire un gros effort cognitif pour dire attends, pourquoi j'étais là en fait? Qu'est-ce que j'étais venu faire? Donc ça, j'imagine que ça te parle. Ça, c'est typiquement les moments où tu te surprends à être en dissociation hypnotique. Donc la dissociation hypnotique, c'est quotidien et c'est pareil, c'est nécessaire. C'est des états dans lesquels on mémorise justement, on est aussi dans en fait ce mécanisme-là de repos, donc qui est ce que je décrivais avant, ce réseau de mode par défaut qui est activé. Là où ça peut devenir problématique et voire très 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 chiant au quotidien, c'est quand on s'identifie à ces pensées, donc c'est-à-dire quand on a des pensées anxiogènes et qu'on les vit à fond. C'est-à-dire qu'elles génèrent ces pensées-là au final du stress, de l'anxiété, qu'on devient associé à notre... là je parle avec des termes techniques, mais identifié en fait à ce qu'on est en train de se raconter en interne, et que du coup ça nous génère de l'émotionnel. Et que cet émotionnel-là est négatif. Ça peut être à l'inverse, on se rappelle d'un bon souvenir avec un ami à nous qu'on a envie de recontacter, et le fait de se rappeler de ce bon souvenir avec cet ami-là fait qu'à la fin on se dit ah ouais, il faut vraiment que je le recontacte, j'aime trop cette personne, je me demande ce qu'elle devient, etc., etc. C'est pas toujours négatif ces moments-là. Moi je parle vraiment des cas où justement ça devient un problème. Il y a des troubles dans lesquels c'est vraiment très très présent, donc le trouble anxieux en particulier, et aussi les troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Parce qu'en fait, dans le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, la personne se retrouve à faire une tâche dans laquelle elle doit être concentrée, et elle peut pas s'empêcher d'avoir en même temps ce réseau-là de mode par défaut qui s'active, qui est trop présent, et qui en fait vient, entre guillemets, en concurrence avec l'activité qu'elle est en train de faire, la personne, et donc vient polluer la concentration, vient disperser, divertir la personne de ce qu'elle est vraiment en train de faire et de sa focalisation. Donc dans ces cas-là, c'est documenté scientifiquement. Et donc, quand on est en dissociation hypnotique, on a ce réseau de mode par défaut qui est activé. Là où j'ai envie de te parler de l'hypnose et de son apport dans tout ça, c'est qu'il y a des études qui ont prouvé que l'état d'hypnose fait réduire l'activité de ce mode par défaut. Et en quoi ça peut être intéressant pour nous, du coup? En fait, l'hypnose crée un état d'absorption, donc un état de focalisation intense, de concentration intense, en fait, qui vient canaliser l'activité cérébrale vers les suggestions qui sont proposées, ou les suggestions qu'on se propose à nous-mêmes en auto-hypnose, si on fait de l'auto-hypnose. Et ça va permettre de diriger son attention vers des choses qu'on a envie d'expérimenter, vers des choses qu'on a envie de ressentir, par exemple, des choses qu'on a envie d'imaginer, des choses qu'on a envie de conceptualiser aussi. Donc c'est toutes les choses qu'on peut faire en hypnose. Ça peut être aussi, si là on parle sur du psychotrauma et ce genre de travail, d'aller revisiter certains souvenirs dans le but d'en extraire émotionnellement ce qui a été bloqué, et aussi de réintégrer en fait le souvenir d'une autre manière. Bref, ça va servir à plein de choses en fait, d'être dans cet état focalisé, d'absorption,
et que l'hypnose permet. Là où c'est particulièrement intéressant, c'est parce que ce réseau de mode par défaut, là, donc cette dissociation hypnotique qui a lieu pendant qu'on est au repos, elle fonctionne en circuit fermé. C'est-à-dire que quand on est dans ces pensées-là, on est toujours en circuit fermé par rapport à ce qu'on a vécu. Sauf quand on est dans des moments un peu plus créatifs, mais notre créativité, elle est basée aussi, la plupart du temps, sur notre vécu, sur ce qu'on a introjecté, c'est-à-dire les influences qu'on a eues dans les films qu'on a vus, dans les livres qu'on a lus, etc., etc. À la limite, la partie créativité, je vais la mettre un peu de côté parce que je pense que c'est des moments où les personnes qui l'utilisent ça, qui utilisent leur esprit quand ils sont en divagation, en but d'être dans la créativité, je pense clairement qu'ils font de l'auto-hypnose de manière plus ou moins consciente, plus ou moins dirigée vers ces objectifs-là. Là, je vais vraiment m'intéresser à quand le processus se fait de manière automatique et qu'il est, entre guillemets, pas forcément à notre service. Dans ces moments-là, typiquement, l'anticipation anxiogène, l'anticipation du futur négative, ou par exemple la rumination, dans ces moments-là, on va fonctionner vraiment en circuit fermé parce qu'on va, que ce soit dans l'anticipation ou quand on est en train d'être dans le passé, dans les deux cas, on se base sur ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu. Et du coup, typiquement, l'anticipation peut donner l'illusion que on le fait pour mieux se préparer à l'avenir, que ça a une utilité et qu'on perd pas notre énergie, notre temps dans notre tête à faire ça. En réalité, je pense que c'est assez faux. Je pense qu'au final, ça nous dessert la plupart du temps parce qu'en fait, quand on anticipe, et ça c'est prouvé aussi scientifiquement, on mobilise les mêmes réseaux neuronaux que quand on se souvient. Donc en fait, on pense être dans le futur, on pense projeter des possibilités qui sont totalement, entre guillemets, non déterminées, parce qu'on est dans le futur, et qu'on sait pas ce qui va se passer dans le futur. Mais la plupart du temps, et en fait tout le temps, on se base sur ce qu'on connaît déjà. Il y a des personnes qui sont très bonnes à prédire l'avenir. Il y a des personnes qui ont énormément intégré les schémas sociaux, les façons d'être des gens, ce qu'elles connaissent d'une personne, ce qu'elles connaissent d'elles-mêmes, etc., et qui vont avoir des bonnes projections. Pour autant, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on est en circuit fermé, c'est-à-dire qu'on se base sur ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, et là où ça peut être très problématique, c'est que quand on se base sur ce qu'on a vécu, et qu'on a un vécu traumatique en particulier, même léger, hein, je veux dire, on a une situation qui s'est pas bien passée, donc ça a amené de l'inhibition après, c'est-à-dire que si je vais dans un exemple concret, ça va être quand j'étais petit, une fois j'ai vraiment exprimé ce que je pensais au prof, et le prof me l'a vraiment pas bien accueilli, l'a complètement rejeté, et en plus je me suis tapé la honte devant toute la classe parce que il était en désaccord avec moi, et j'ai compris en fait qu'il fallait que je me taise, quoi. Typiquement, ce genre de situation-là, qui est donc chargée en émotions parce qu'il y a du rejet, il y a de la honte, etc., etc. Ces situations-là créent un précédent. La réponse après, ça va être « j'ai eu mal », je grossis, hein, mais j'ai eu mal émotionnellement, ça m'a fait des émotions qui ont été désagréables pour moi. Et donc, la prochaine fois, je recommencerai pas parce que j'ai pas envie de me retrouver à nouveau dans cette situation de stress. Donc, la prochaine fois, je vais inhiber mon envie de dire ce que je pense. Par exemple. Cette situation-là, elle va continuer d'agir en fait dans le futur, et elle va continuer d'agir dans nos anticipations de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va intégrer tout ce qu'on a appris. Et ça, c'est qu'une petite expérience, il y en a des tonnes et des tonnes d'expériences où on va fuir en fait ce qui est désagréable parce qu'on va se sentir en danger, et c'est des mécanismes de survie, c'est-à-dire qu'on va éviter de nouveau de se retrouver dans ces situations-là. Pour notre bien, entre guillemets, en apparence. Sauf que, plus tard, ça peut être anachronique, on a évolué, on est devenu un adulte, on est censé pouvoir dire ce qu'on veut, on n'est pas autant obligé, en fait, parce qu'on n'est plus dans les mêmes contextes sociaux, de ne pas s'exprimer. Bref, plein de choses ont changé. Pour autant, on va conserver ces inhibitions parce que dès qu'on... Enfin, je veux dire, tant qu'elles sont inconscientes, en fait, ces inhibitions-là, elles continuent de travailler en mode automatique.
Et elle continue de travailler en mode automatique dans nos anticipations aussi. C'est-à-dire que même quand on est dans notre tête tout seul et qu'on n'est pas confronté à des gens, on va continuer d'inclure ces schémas-là, ces mécanismes de réponse qu'on a appris dans nos anticipations. Donc on peut penser qu'on anticipe de manière neutre, mais pas du tout. On est complètement lié en fait à notre vécu dans ces moments-là, et on n'est pas très très libre en fait de ce qu'on pense en mode automatique. Parce qu'on est en circuit fermé, parce qu'on est complètement en lien avec notre base de données qui est notre mémoire et qui est nos ressentis et nos mécanismes, nos conditionnements qui ont été déduits de certaines situations qui ont été désagréables. À l'inverse, on a des situations agréables pour lesquelles on garde aussi des conditionnements. Quand je fais ça, ça m'apporte ça et c'est cool. Et donc, je vais chercher à de nouveau retourner vers ces situations qui m'apportent ces choses-là. Ça va dans les deux sens, hein. Mais le biais négatif, c'est-à-dire le fait de se souvenir particulièrement des choses qui ont été problématiques ou douloureuses, est très 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 fort et très adaptatif. Pour autant, dans une société qui est quand même globalement très sécurisée maintenant, c'est très souvent mal adaptatif sur le long terme. On se retrouve avec des personnes qui, ou soi-même, hein, qui se sentent limitées dans leurs actions, qui se sentent parfois beaucoup plus inhibées qu'elles auraient envie de l'être. C'est quand même assez... moi, c'est une réflexion que je me suis fait, mais quand même assez dingue que la plupart des problèmes qu'on a dans nos sociétés occidentales modernes et tout ça, c'est la peur de chanter devant des gens, danser devant des gens, d'être plus spontané, pas mal de choses comme ça, qui fait qu'on admire beaucoup les acteurs, les chanteurs, les gens qui vont sur scène, parce qu'ils font un truc qui nous paraît waouh, hyper dur, alors qu'on l'a tous fait quand on était enfant et qu'on se posait pas du tout de questions par rapport à ça, et que c'était ultra naturel, ultra normal en fait. Et quand on y réfléchit bien, il y a aucun mal à ça. Moralement, il y a aucun mal à danser, chanter, parler en public. Et pourtant, ça fait partie des choses qui nous font le plus peur. Bref, je pose ça là, hein, mais pour moi, c'est un truc qui m'active et me rend assez triste parce qu'on est assez peu libre de par nos vécus, de par tout ce qui a été censuré, de par ce qui a été censuré du fait du conformisme social, parce que, voilà, quand par exemple on est à l'école et qu'on est dans une salle de classe, c'est sûr que s'il y en a un, il parle tout le temps, bah, ça va nuire à la concentration de tout le monde. Et je suis pas en train de dire qu'il faut laisser tous les enfants parler et faire ce qu'ils veulent. Évidemment, ce serait quelque chose d'utopiste de dire ça. C'est juste qu'on se retrouve avec quand même beaucoup de personnes qui ne réactualisent pas, en fait, leurs inhibitions et au final, ne déboulonnent pas leurs blocages émotionnels qui ont été façonnés au cours du temps. Et c'est là qu'entre en jeu l'hypnose. Donc, le fait de faire de l'hypnose va nous permettre, en fait, d'avoir une personne extérieure. Et cette personne-là va pouvoir nous suggérer des choses que nous, on n'aurait pas pensé dans notre circuit fermé. Cette personne-là, elle n'a pas le même vécu que nous. Elle a un point de vue extérieur à nous. Elle voit peut-être aussi là où nous, on pose des limites parce que justement, on a des inhibitions. En nous suggérant autre chose, dans l'état d'hypnose, on va pouvoir expérimenter autre chose, goûter à autre chose, parfois voir qu'en fait, ça bloque énormément. Donc là, je parle de manière très abstraite, mais mettons, je reprends la situation de tout à l'heure, la personne a ce problème-là de pas trop réussir à dire ce qu'elle pense, au boulot, par exemple. Elle l'avait eu à l'école, le problème, dans l'exemple que j'avais mentionné, et maintenant elle se retrouve au travail à avoir ce truc de pas réussir, en fait, à dire ce qu'elle pense à son boss. En fait, le boss, ça devient un peu c'est un peu le maître d'école d'avant. Il y a souvent des effets de transfert, où en fait on calque sur d'autres rôles d'autorité, des rôles d'autorité qu'on a connus avant. Et donc cette personne-là vient avec cette problématique-là en séance d'hypnose, elle dit qu'elle a ce souci-là, que des fois elle aimerait plus dire ce qu'elle pense,
parce que bon, elle a plutôt une bonne relation avec son patron et qu'elle pense que des fois ce serait utile en fait pour l'entreprise et tout ça, et qu'elle se retient, qu'elle voit bien qu'elle se retient de dire des choses, quoi. On peut aller du coup investiguer ça en séance d'hypnose. Et donc en état d'hypnose, le thérapeute lui suggère un espace mental, en fait, une projection, une imagination, où la personne dit ce qu'elle pense, dans ce contexte-là de travail. Et en fait, la personne qui se souvenait pas que c'était lié en fait à l'école va peut-être s'en souvenir à ce moment-là. Dans mon exemple, je partais de là, mais des fois les gens n'en ont pas conscience en fait. Et c'est au moment de la séance d'hypnose qu'ils font le lien et qu'ils se disent « Ah oui, en fait, ça me rappelle la même émotion que j'ai vécue à ce moment-là où j'avais 7 ans, j'étais dans cette classe, il se passait ça, le professeur avait dit ça, je me suis sentie comme ça, etc., etc. » Ce qu'on va pouvoir travailler là, à ce moment-là, dans l'hypnose, ça va être d'apporter des ressources à la personne pour qu'elle puisse voir qu'est-ce que ça change si elle, en fait, se fait aider à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe. Il peut y avoir tout un tas de choses qui peuvent se passer à ce moment-là, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il va y avoir un travail qui va être fait sur l'émotion à ce niveau-là. Souvent, l'émotion, elle est restée figée, elle est restée coincée. Et parce qu'on va pouvoir retraverser cet événement-là d'une manière agréable, cette fois-ci, et soutenante, parce qu'il y a le thérapeute qui est là, l'émotion, elle va pouvoir faire son chemin, elle va pouvoir se déployer, la situation va être apaisée, et le cerveau va comprendre qu'en fait, il y a un autre scénario possible à cet endroit-là, qui peut être sécurisant, et surtout qui peut être sécurisant dans le présent, en fait. Dans le sens où on n'est plus cette personne-là. On n'est plus nous à 7 ans. Et que on a réagi comme on a réagi, pour autant, avec les ressources de notre présent, on peut réagir différemment, donc on peut l'apporter dans le souvenir du passé, en fait. Techniquement, c'est ça qu'on peut faire, on peut amener la personne à s'auto-aider, à comme créer un double d'elle-même dans son imagination, qui viendrait lui dire, qui viendrait rassurer, en fait, cette partie d'elle qui avait 7 ans. Et ensuite, l'émotion va être traversée, etc., tout va se déplier. Et la personne, une fois qu'elle va revenir de sa séance, elle se sera apporter ce qu'elle sait de son présent, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle a envie de vivre, elle, dans son état désiré, c'est-à-dire d'être plus libre, en fait, d'être moins inhibée, etc. Et ça, dans son présent, une fois qu'elle va revenir de ça et que l'émotion est apaisée, etc., etc., elle va pouvoir de nouveau... En fait, elle va lever son inhibition, concrètement, dans cet exemple-là précis. Il y aurait d'autres manières, là j'ai parlé vraiment d'un truc régressif où la personne se voit dans un autre souvenir. Parfois, les personnes, elles se voient pas dans un souvenir, elles conceptualisent leurs problèmes d'une manière complètement abstraite et symbolique, du genre, elles vont sentir leur émotion qu'elles ont par rapport à leur patron. Donc je reviens sur le moment où la personne, elle expose juste qu'elle a un problème avec son boss. Elle va en état d'hypnose. Une fois qu'elle est en état d'hypnose, elle ressent le problème dans son corps, donc elle va dire, moi je suis plus de ce genre de personne, je vais dire, bah ça me fait telle sensation à tel endroit, je vais décrire la sensation, le thérapeute m'aide à la faire décrire, parce qu'au début j'ai un peu du mal. De fil en aiguille, ça se précise, et je vais caractériser cette sensation-là, donc souvent ça va être une gêne, ça va être désagréable, si c'est quelque chose qui est désagréable, et ensuite, par le jeu des suggestions, on va transformer cette sensation-là en autre chose. Parfois on va l'extérioriser, donc souvent elle est ressentie à l'intérieur du corps, on peut la mettre à l'extérieur, on peut lui faire changer de couleur, elle peut devenir un symbole, elle peut devenir tout un tas de choses. Et juste le fait de modifier, en fait, la sensation, à la base, modifier mon rapport, en fait, à cette sensation, modifier comment je la conceptualise, comment je la mentalise, comment je la perçois, va changer le problème, va changer le cœur du problème. Et ça, c'est l'effet magique, vraiment, de l'hypnose. Autant c'est plus facile de comprendre ce que j'expliquais avant avec l'histoire de la régression, autant ça paraît très perché quand on n'a jamais expérimenté le truc et quand on le reçoit, quand quelqu'un nous l'explique. C'est qu'en fait,
Notre cerveau, à ce moment-là, fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Si on modifie notre sensation, notre perception de cette sensation, ce truc-là, qui devient peut-être une boule jaune ou j'en sais rien, enfin qui devient une forme ou un truc, on modifie en fait le truc qui était à la source. Notre cerveau, quelque chose a changé en fait. Juste le fait de faire ça. Et après, ça change dans la vie de tous les jours, on n'a plus le même rapport au truc. Et là, c'est vraiment un truc, si ça t'interroge, si tu trouves ça, enfin, je pourrais comprendre que ce soit vraiment très très bizarre. Hésite pas à commenter, parce que ça voudrait dire qu'il faudra peut-être que je fasse plus de vidéos sur le sujet, etc. Mais en tout cas, voilà. Ça permet une plasticité, une flexibilité cognitive immense, en fait, les états d'hypnose. Et c'est en ça que c'est génial, parce qu'en fait, comme je le disais avant, quand on est dans nos pensées tout seul et qu'on travaille sur soi tout seul, ça fonctionne, mais jusqu'à un certain point, en fait. Parce que il y a un moment où nous, on est avec notre logiciel, entre guillemets, notre façon notre vécu, enfin, nos croyances, toutes les croyances qu'on a déduites de ce vécu-là. Et en fait, le fait d'avoir un apport extérieur, ça change tout. Surtout que souvent, je pense que c'est quelque chose qui va te parler. Tu as un ami qui te parle de trucs, de blocages qu'il a. Toi, en général, tu sais voir ce qui manque à ton ami. Tu sais lui dire, bah, peut-être que tu devrais essayer ça. Ou en général, on voit les problèmes des autres. Par contre, on voit rarement nos propres problèmes. Parce qu'on s'auto-convainc, parce qu'on est dans notre truc, dans notre tête, et on est en circuit fermé, en fait. C'est beaucoup plus difficile de s'extraire de soi tout seul. Enfin, et parfois, on peut le faire avec, par exemple, on regarde un film, le film nous questionne beaucoup. Les films, il y a énormément d'hypnose, hein, d'effets d'hypnose dans les films, dans le cinéma. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de propagande avec des films, etc. Bon, bref, je passe cette parenthèse. Et oui, parfois, on regarde un film et on a ce truc de se dire ah putain, ouais, ça me fait réfléchir différemment, mais parce qu'on a un apport extérieur. On a des personnages qui clairement font quelque chose qu'on n'aurait jamais fait, par exemple. Et on se dit, ah ouais, tiens, c'est intéressant ce truc. Et voilà, ça va être ce genre de choses, les livres aussi, enfin, la fiction, en fait, en général, va nous confronter à des modèles de mode de vie, de façon de vivre sa vie différents. Et pour peu que dans les livres, c'est souvent le cas, des fois on a accès à la narration interne, le dialogue interne du personnage, qu'est-ce qu'il se dit, à quoi il pense, etc. Et ça nous permet d'avoir cet autre point de vue. Mais en tout cas, dans notre vie de tous les jours, la plupart du temps, on est en circuit fermé. Et c'est en grande partie pour ça que c'est difficile de sortir de tous ces mécanismes d'anxiété, de croyances limitantes, de toutes ces choses-là, tout seul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose, t'aura fait te poser des questions, t'aura intrigué, etc. N'hésite pas à commenter et à me dire ce que t'en as pensé, et j'espère que ça a été assez clair aussi. Je te remercie beaucoup de ton attention, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.